Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce superbe cadre aujourd'hui pour Panorama. Nous sommes au niveau du cap des Cézelets sur la commune de Viviers-du-Lac, au bord du lac du Bourget. Et justement, cette semaine, on s'intéresse à ce lac, le plus grand lac naturel de France d'origine glaciaire. On va en parler avec nos invités toute la semaine. Et à commencer par Sébastien Cachera qui est avec moi, le responsable gestion des milieux aquatiques du CISALB, le comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget qui gère ce plus grand lac de France. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec moi aujourd'hui. Alors, il y a 40 ans, on peut parler d'une véritable opération de sauvetage pour le lac du Bourget. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a 40 ans, le lac du Bourget se mourait. Il y avait des développements d'algues très importants, des stocks de poissons qui étaient en forte diminution. Et tout ça, en fait, parce qu'on avait des eaux qui n'étaient pas bien épurées et qui arrivaient au lac et qui enrichissaient ce milieu. Et donc, c'est à cette occasion que le CISELB a été créé pour réunir les deux agglomérations de Chambéry et Aix autour d'un gros projet de dérivation des eaux épurées des stations d'épuration de Chambéry et d'Aix-les-Bains vers le Rhône. Donc, à travers cette montagne qu'on a à côté de nous, on a une galerie qui rejette les eaux épurées de ces deux agglomérations. Et depuis, c'est vrai que le lac revit, puisque du coup, on a un lac qui s'est amélioré en termes de qualité d'eau. C'est ce que je vais vous demander. Là, l'eau est très belle, transparente. Comment il va, tout simplement, aujourd'hui, ce lac? Alors on a un lac qui se porte très très bien. C'est vrai que du coup, du fait qu'on a eu cette opération majeure et derrière on a continué des actions de restauration de l'eau et des milieux aquatiques par l'intermédiaire de stations d'épuration qui n'ont fait que s'améliorer, bien c'est vrai que du coup on a des eaux qui sont devenues plus transparentes. Mais transparent ne veut pas dire non plus pauvre. Donc on a également une richesse, une biodiversité dans l'eau et dans les milieux environnants. Et d'ailleurs, on reparlera notamment de la pêche. Alors, outre le fait que ça ouvre un très beau cadre de promenade, à quoi il sert? Quel équilibre il apporte sur le territoire? Alors ce lac, comment dire, il supporte de nombreux usages, hein. Finalement, le premier, c'est quand on arrive au bord du lac, c'est de trouver un esprit des lieux. C'est ce paysage avec la côte sauvage, avec les roselières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs qu'au bord de ces lacs. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est l'idée du tourisme. Donc du coup, on vient au lac pour y pratiquer toutes sortes d'activités. Le bateau, la voile, le paddle, l'aviron, le canoë. Donc voilà, c'est un usage récréatif important. Mais au-delà de ça, il y a l'usage baignade, puisque du coup, au cours de l'été, il y a une dizaine de plages qui sont ouvertes autour du lac du Bourget. On a également la pêche, qui est un support important sur le lac également. On a des pêcheurs amateurs en bateau, des pêcheurs du bord. On a 10 pêcheurs professionnels qui vivent également de ça. Et puis, il ne faut pas oublier que le lac, c'est une réserve exceptionnelle d'eau potable. Et donc, du coup, il a cet usage également, puisqu'on a un pompage d'eau potable qui permet de desservir l'agglomération d'Aix-les-Bains, notamment pour la partie eau potable. Alors, on parle souvent de dérèglement climatique quand on parle de montagne, de glaciers. C'est un lac d'origine glaciaire. Ça se constate aussi au niveau du lac du Bourget, ce dérèglement climatique? Le premier constat qu'on a, il est simple, c'est-à-dire qu'on a des mesures régulières de la température d'eau en surface. Et en fait, depuis les années 80, il a pris en moyenne 1,5 degré. C'est un peu la même tendance que au niveau de l'air. Alors, encore une fois, on peut dire 1,5, c'est pas grand-chose, mais quand on sait que notamment la reproduction de certaines espèces de poissons se joue à quelques degrés près, ça peut modifier considérablement comment dire, le peuplement piscicole qui vit dans ces eaux. C'est un écosystème fragile. Oui, il est fragile, bien évidemment, à plusieurs titres. Par rapport aux usages qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont importants, mais qu'il faut réussir à concilier. Mais c'est vrai que notre idée, c'est de garder une biodiversité importante du lac. C'est ce que les gens attendent également. Donc du coup, il est fragile à ce titre-là. Il est fragile par rapport au changement climatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quand on regarde tout ça, des différentes pressions qui peuvent arriver autour de ce lac, on se doit d'essayer de le gérer au mieux. Vous avez expliqué un petit peu ce qui s'était passé les 40 dernières années. Pour les 40 prochaines années, vous avez mené un projet, vous avez demandé tout simplement aux gens du bassin ce qu'ils attendaient du lac à l'horizon 2030. Quand on gère un lac comme celui-ci, il faut vraiment gérer à court, à moyen et à long terme. C'est vrai que jusqu'à présent, on était dans de la gestion
à court terme, et en tout cas dans une action de restauration de milieu, de réparer un petit peu les erreurs du passé, on va dire. Là, on se projette sur l'avenir. Et l'avenir pas trop lointain non plus. On est raisonnable, 2030. On a réuni tous les acteurs du lac autour d'ateliers de travail, au nord, au sud. On a eu beaucoup de participation, des socioprofessionnels, des associations, des élus, des techniciens, pour croiser les regards et essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut du lac à l'horizon 2030. On a également, comme vous l'avez dit, consulté le public. On a eu 2500 participations au cours de l'été dernier, aussi pour savoir ce que le grand public attendait du lac. Et c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que l'idée, c'est de préserver cet environnement exceptionnel. Mais dans cette étude prospective, on a montré que du coup, il y avait une vigilance à avoir sur la fréquentation autour du lac. On le voit depuis quelques années. On a des problématiques de bouchons autour du lac, chose qu'on n'avait pas encore beaucoup. Des problématiques d'accès au lac, de parking. Et puis sur le plan d'eau, de plus en plus de bateaux. Des sensations parfois de nuisances sonores sur quelques journées très fortes en été. Donc voilà, tout ça nous dit qu'il faut être vigilant, parce que les 10 prochaines années, c'est un petit peu le point de bascule, où on peut basculer dans un site hyper fréquenté et où on n'arrivera plus à profiter de cet environnement exceptionnel. Il y a aussi une action qui a été assez visible, que les gens ont pu constater, c'était en 2017, une baisse exceptionnelle du niveau du lac. Vous expliquerez ça mieux que moi, mais en gros, le marnage, les différences de niveau, elles sont beaucoup moins fortes depuis que le lac est régulé. Et l'idée, c'était de rendre un petit peu cette régulation-là, notamment pour les roselières. Depuis 1950, 50% ont disparu. Oui, c'est ça. 50% de la surface des roselières ont disparu, notamment par une régulation des niveaux du lac, qui se fait depuis les années 80 par un barrage qui est au bout du canal de Savière, et donc qui régule sur 2 niveaux le lac. Un niveau haut l'été, un niveau bas l'hiver, et donc il n'y a plus de régulation et de variation naturelle. Normalement, en fin d'été, on devrait avoir un niveau de lac qui est très bas, puisque logiquement en été il pleut moins, donc le lac se remplit moins. Et ce niveau bas permet en fait aux roselières d'avoir une respiration naturelle et en fait de progresser. Donc ça veut dire que depuis 80, elles n'ont plus cette possibilité-là. Et nous, en 2017, on a essayé de calquer un petit peu ce fonctionnement naturel en faisant baisser le niveau du lac 70 cm plus bas que son niveau d'été. Et on a réussi à exonder, donc mettre à l'air libre l'équivalent de 25 terrains de foot en termes de surface, donc c'est pas négligeable. Et c'est des surfaces de sédiments, de plages lacustres, on va dire, qui n'avaient pas connu l'air libre depuis les années 80. Et pour ça, il a fallu convaincre. C'est-à-dire que là, 4 ans après, c'est apaisé. D'ailleurs, l'opération va être renouvelée tous les 4 ans, donc là, à l'automne. Mais il a fallu convaincre, quand on parlait des différents usages du lac. Voilà, il faut mettre tout le monde autour de la table et tout le monde d'accord. Oui, parce qu'en fait, ce constat de baisse des roselières, de baisse de surface, il est fait depuis très longtemps. Et en fait, on a notamment le conservateur des espaces naturels qui avait tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant on peut restaurer des milieux, on peut mettre un peu des pansements, mais ce qui va être vraiment important pour restaurer ces roselières, c'est de faire baisser le lac. Et ça, c'est dès les années 90 que cette idée de faire baisser exceptionnellement le lac est venue. Et c'est seulement en 2017 qu'on a pu réussir cette première opération. Parce qu'auparavant, il a fallu également, il y a des opérations de curage des sédiments portuaires, donc dans les ports, pour permettre aux bateaux, au moment où il y a cette baisse exceptionnelle, de ne pas se retrouver sur le flanc. Donc il y a toutes ces opérations-là qui ont dû avoir lieu auparavant. C'est pour ça que du coup, il fallait convaincre, mais également préparer l'opération. Là, il y a une autre opération, alors beaucoup moins importante, qui n'est pas directement gérée par vous, mais voilà, les gens vont peut-être s'étonner de voir un petit peu le lac monter là au cours des prochains jours. Et en fait, ça se passe directement à Genève, mais ça a une influence ici sur les bords du Bourget. Tout à fait. En fait, le lac du Bourget, il fait partie du bassin versant du Rhône. Et donc, du coup, il est un récepteur naturel des crues du Rhône, mais il permet également d'alimenter le Rhône. Et donc, en fait, c'est vrai que la Compagnie nationale du Rhône, à l'heure actuelle, dans quelques semaines, va procéder à une opération de curage, de nettoyage des retenues qui sont en amont du lac du Bourget, sur le Rhône. Et donc, c'est vrai que ça charge les eaux du Rhône en matière en suspension.
Et il y a des parties de Rhône qu'on appelle le Vieux Rhône qui sont encore très naturelles, dans lequel le lac du Bourget se jette également. Le fait de faire une réserve d'eau dans le lac va permettre en fait d'apporter de l'eau claire au Rhône qui, pendant cette opération de nettoyage, on va dire, est chargé. Donc du coup, ça permet d'apporter de l'eau claire au Rhône. Donc c'est pour ça qu'on va avoir d'ici quelques semaines une montée progressive, ça a commencé, des eaux du lac du Bourget de 20 cm au-dessus de sa côte d'été. Et ça n'influence pas la baisse exceptionnelle qui va avoir lieu plus tard dans l'année? Pas du tout, parce que du coup, ça se passe là maintenant. On fait monter de 20 cm. Après, le lac va redescendre. Il va retrouver ses niveaux, on va dire, normaux, estivaux. Et à partir du 1er septembre, on va commencer la baisse exceptionnelle du lac. Donc là, on va commencer à diminuer. On part de la côte estivale. Et au cours de tout le mois de septembre, on diminue de 70 cm pour arriver au 1er octobre à la côte exceptionnelle qu'on vise, pour la garder tout le mois d'octobre en bas et permettre, ce qu'on a dit tout à l'heure, aux roseaux de retrouver une seconde vie. On a évoqué les 40 dernières années, l'horizon 2030. Pour le territoire, c'est une chance pour les années à venir d'avoir ce lac. Vous avez évoqué notamment l'eau potable, etc. Voilà, il y a des contraintes, mais c'est aussi une vraie chance, une vraie richesse pour le territoire d'avoir ce lac à proximité pour tout un écosystème, tout un environnement. Ouais, c'est une richesse parce que du coup, le changement climatique, il est déjà présent, on le sent. Et en fait, dans les périodes de canicule qu'on a vécues ces dernières années, c'est comme la montagne, c'est des milieux un petit peu refuges finalement, où les gens vont retrouver un peu de fraîcheur, de l'eau, on va dire, tempérée, qui est agréable. Donc du coup, oui, c'est une richesse à ce niveau-là. C'est une richesse au niveau de l'eau potable, on en a parlé. C'est une richesse au niveau de la ressource piscicole qu'elle peut apporter. Donc du coup, c'est toute une économie également, c'est-à-dire des poissons qui sont sortis du lac, c'est du local. Donc ça permet de permettre à la carte des restaurants locaux d'afficher des poissons de lac. Donc voilà, ça en fait vraiment un écosystème, un milieu très important qu'on se doit de préserver. Dernière question, et c'est une question que je poserai à tous les invités aujourd'hui. En une phrase, selon vous, quel doit être son avenir à ce plus grand lac naturel de France, même si vous l'avez déjà un petit peu évoqué? Son avenir, pour moi, c'est de conserver le plus longtemps possible cette image de carte postale qu'on a là aujourd'hui. Voilà, cette eau bleue, ces roselières qui varient de couleur entre le jaune et le vert selon les saisons. C'est ce cadre-là qu'on doit préserver. Alors c'est plus qu'une phrase. Bon, ça va s'accepter quand même. Merci beaucoup et puis vous restez avec moi puisqu'on va échanger sur la pêche qu'on a déjà un petit peu évoquée pour notre deuxième épisode. Et puis après on recevra également le Conservatoire du littoral, le Conservatoire d'espaces naturels et des chercheurs qui se penchent très régulièrement sur ces belles eaux. A tout de suite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Panorama. Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France d'origine glaciaire, 4450 hectares, 18 km de long et une profondeur allant jusqu'à 145 mètres. 33 espèces de poissons y vivent et on s'y intéresse toute la semaine dans Panorama depuis le cap des Cézelets. Nous sommes sur la commune des Viviers du lac aujourd'hui et là nous allons parler pêche avec nos invités. Sébastien Cachera, vous êtes resté avec nous, vous êtes le responsable de la gestion des milieux aquatiques du Cisalbe qui gère le lac du Bourget et Bruno Canella de l'association de pêche d'Aix-les-Bains. Merci à tous les deux d'être avec moi sur ce plateau. Alors tout simplement, en ce moment, on en est où question pêche, comment ça se passe? La saison est bonne? Ça commence, ça va pas trop mal. Là en ce moment c'est le Lavaret. Donc comme vous pouvez voir là-bas derrière, il y a pas mal de bateaux qui pêchent le Lavaret justement. Donc le Lavaret se pêche en moyenne entre 20 mètres et 30 mètres avec des petites nymphes. Donc non, ça va. Le poisson était un peu petit au début. Mais bon, ça commence à
à Oui, mordre. parce qu'on va le comprendre là au cours de cet épisode. On a parlé dans le premier épisode des différents usages. Il y a la question de la pureté de l'eau. Est-ce que ça influence ou pas les poissons? Donc, est-ce que le lac du Bourget, il fait bon d'y pêcher? Je vous pose la question à tous les deux et vous me faites la réponse que vous voulez. On commence avec vous. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est un Est-ce beau qu'il- lac. Ouais. C'est un très beau lac. On a c'est vrai, des belles espèces, de beaux poissons. Il faut dire ce qu'il en est. Bon, c'est des moments c'est dur, des moments ça mord bien. Ça c'est. On peut partir en bateau puis une journée, bah rien. Ça arrive, capot on dit. Mais autrement, la plupart du temps, on arrive quand même à prendre un peu de poisson. Parce que pour qu'on comprenne bien, pour les non-pêcheurs, il y a des gabarits, je crois que c'est le terme utilisé. Donc vous pouvez pêcher que les plus gros poissons et ils sont un peu plus petits qu'avant, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous parliez d'espèces et de peuplement piscicole. C'est vrai que dans les années où le lac n'était pas très en forme, on avait certaines espèces qui dominaient, qui n'étaient pas très soucieuses, on va dire, de la qualité d'eau. Donc on retrouvait de la perche, du gardon à foison. Hein, donc voilà. Et puis avec la restauration de la qualité du milieu, on retrouve des espèces emblématiques qui sont des salmonidés, donc apparentés à la famille du saumon, la truite, l'omble chevalier, le lavaret dont tu parlais tout à l'heure, qui a en fait le nom scientifique, c'est le corégone. Et c'est vrai que toutes ces espèces, du coup, interagissent entre elles. Et en fonction des quantités de nourriture qu'il y a au lac, c'est vrai que ça joue sur la croissance du poisson. Et comme il y a un peu moins de nourriture qui arrive au lac du fait de la restauration du milieu, les quantités ne sont pas moins importantes, mais en tout cas, les croissances de poissons diminuent. Et donc, c'est vrai que par rapport à ce que vous parliez de gabarit, on va dire qu'on a des tailles réglementaires, des mailles de filet réglementaires qui permettent de préserver les petits poissons pour permettre de se reproduire et de pêcher les adultes qui se sont déjà reproduits. Donc, du coup, c'est vrai que en diminuant la croissance, on pêche moins de poissons sur des tailles réglementaires qui étaient plus opérationnelles il y a quelques années en arrière. C'est ça. C'est ça, bon, vous êtes d'accord en Oui, fait. oui, oui, tout à Vous fait. êtes d'accord. Oui, oui. 2500 pêcheurs de loisirs au niveau de l'association d'Aix-les-Bains, à Oui. peu près autant pour celle de Chambéry, Quelque chose, ouais, 10 oui. pêcheurs professionnels Oui. également. Qu'est-ce qu'on pêche non Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on... Vous avez cité quelques espèces. C'est quoi l'espèce emblématique du lac du Bourget, si on veut s'y mettre? C'est le lavaret. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. C'est le lavaret. Avant, il y avait l'omble. Bon, l'omble, il s'en prend beaucoup moins. Hein. Et puis, à cause justement du PCB. Hein, donc, autrement, il y a le brochet hein, qui se pêche très très bien sur le lac. Hein. Il y a du silure maintenant. Bon, mais hélas. On a une nouvelle arrivée, une Voilà. nouvelle espèce, c'est vrai. Et ça, c'est un problème. Ah oui. Le silure, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément au lac. Donc on sent qu'il est passé du Rhône au lac par les aménagements qui sont faits. Et il est arrivé en 2014-2015 au lac. Quelques captures. Et puis très rapidement, des centaines de poissons qui sont pêchés. Alors ce silure, il vient du bassin du Danube hein, et il est dans nombreuses rivières ou fleuves, mais en lac, on ne l'avait pas encore bien et il peut avoir un impact parce qu'une nouvelle espèce il prend la place d'autres espèces. Et c'est des poissons qui peuvent atteindre 2 mètres 2 mètres facilement. 50. C'est 2 mètres, 2 mètres 50, donc c'est des gros poissons. Voilà, ils peuvent impacter le peuplement. Et puis vous évoquiez le PCB, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans les lacs alpins. Aujourd'hui, on en est où précisément sur ce sujet-là? Alors les PCB, il faut rappeler, c'est du pyralène, c'est une substance très stable qui était utilisée dans les transformateurs électriques comme isolant électrique. Sur le territoire d'Aix-les-Bains, on avait une usine, la Savoyenne d'électricité, qui a produit ces transformateurs dans les années 40 à 70 et qui a malheureusement pollué un des affluents qui s'appelle le Tillet et par conséquent le lac. Et donc on retrouve cette contamination dans les sédiments du lac.
Et ça a notamment remonté le long de la chaîne trophique. Et le poisson le plus gras qui est dans le lac, c'est l'omble chevalier qui s'est retrouvé contaminé. Et donc en 2008, il y a une interdiction de consommation et de commercialisation qui est tombée notamment sur cette espèce. La chose positive, vous me demandiez l'évolution, c'est que les collectivités territoriales que sont Grand Lac, le Cisalbe, ont pris à bras-le-corps ce problème. Notamment en dépolluant une partie de la rivière qui arrivait au lac. Les repreneurs de la Savoyenne d'électricité, General Electric, ont dépollué. L'État leur a obligé de dépolluer leur site également. Et donc nous, on a continué à mesurer l'évolution de cette contamination au PCB dans la chair des poissons. Et on voit une très nette diminution de cette concentration. On se rapproche de la norme de consommation et on espère que d'ici peu, la pêche et la consommation de cette espèce réouvrent bientôt. Je suppose que vous êtes impatient. Oui. C'est un beau poisson, hein, quand même, l'omble. On évoquait les différents usages. Quand on est pêcheur sur le lac du Bourget, qui est très fréquenté, là on le voit encore aujourd'hui, qui est très fréquenté sur ses rives, mais aussi sur ses eaux. Comment ça se passe, cette cohabitation ? Bon, ça se passe très très bien. Hein. Bon, c'est vrai que les pêcheurs du bord, certains, ça commence à être compliqué. Hein. Le poisson vient plus bien au bord à cause, tu m'excuses, hein, les cormorans. On a un souci, c'est les cormorans, quoi. C'est énorme. Parce que c'est une espèce qu'on ne voyait pas avant ? On l'en voyait beaucoup moins, mais là, ils savent qu'ils ont à manger et ils restent. Hein. Donc, mais c'est énorme hein, quand même. Donc je pensais que c'était les enfants qui couraient sur les rives en criant, qui pouvaient poser problème. Non, rien à voir. Non. Non, le poisson, c'est pas ça qui va le... qui va le perturber. Non. Donc il y a ça comme difficulté ? Oui, il y a quand même ça. Mais autrement, le lac en lui-même, il faut dire ce qu'il en est, c'est un beau lac. Hein. On a vraiment... celui qui veut se faire plaisir, il se fait plaisir. Même à la pêche, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a du beau poisson. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça a été une véritable activité touristique, la pêche, et peut-être de plus en plus. Oui. 5000 pêcheurs de toute la France et de l'étranger viennent pêcher à la journée ou en séjour sur le lac du Bourget chaque année, avec des retombées d'1,5 million d'euros. Alors ça, c'était en 2012, ça a certainement augmenté. Ça évolue un peu. C'est une activité à valoriser aussi sur le plan touristique, la pêche ? Oh oui. Oui. On a les curistes hein, déjà. Hein. Donc il y a des curistes qui prennent les permis pour... en attendant, ils ont les soins, mais après il faut bien s'occuper. Donc il y en a qui viennent pêcher, qui se remettent à la pêche. On a des enfants aussi, des jeunes là qui... Ça y est, c'est en train d'évoluer. Hein. La pêche évolue aussi parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le poisson, qui le relâchent. Donc on arrive à... Les jeunes, c'est comme ça maintenant. Hein. C'est du prendre et relâcher. C'est une vraie évolution de la pratique, ça ? Oui. Il y en a beaucoup qui font comme ça maintenant. La plupart, d'ailleurs, il y a des bateaux, on n'en voit pas là. On a des bateaux en forme les fusées, là. Ils prennent et ils relâchent. Le brochet, pareil, ils prennent et ils relâchent. Maintenant, c'est comme ça. Consommer, il y en a qui ne consomment pas tant que ça le poisson. Et comment ça s'est passé le confinement ? Parce que notamment sur le premier, on a entendu pour beaucoup d'espaces naturels que le confinement, ça a été aussi une respiration pour les milieux. Comment ça s'est passé pour les pêcheurs ? Ça a été un peu dur pour nous, mais bon, on s'y fait. Hein. Vous en avez été privé pendant le temps du premier confinement ? Oui, le temps du confinement, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Ça a reposé le poisson, c'est pas plus mal. Au moins, ça a mordu tout de suite derrière, quoi. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. De toute façon, il faut faire ce qui a lieu d'être fait. Hein. Ce confinement, de toute façon, il faut qu'on avance là. Hein, bon, là, vous pouvez en ce moment. Oui, heureusement. Vous avez constaté un changement, une espèce de bulle pendant le confinement ? Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure. Le changement qu'on a constaté, c'est que tous nos suivis se sont arrêtés.
Donc on n'a pas pu réellement mesurer l'impact de ce confinement sur le milieu naturel. Vous en parlerez avec les chercheurs de l'INRA peut-être tout à l'heure, mais ils viennent régulièrement sur le lac faire des mesures et pendant toute cette période, ils n'ont pas pu le faire. Donc on n'a pas d'éléments pour juger. Puis bon, c'est un espace, finalement, pour nous, ça a été long, mais à l'échelle d'un milieu, d'un écosystème comme ça a été assez court au final. Donc pour dire qu'il y a une répercussion, elle a été, à mon avis, de très court terme pendant le confinement. Et ensuite, très rapidement, toutes les activités ont reprise. Et sur l'évolution de la pratique, là, qu'on entendait, les jeunes qui vont capturer, mais juste pour le plaisir de la discipline, voilà. Ça, quel regard vous portez là-dessus ? Ça a toujours existé, c'est ce qu'on appelle la pêche no-kill. Voilà, donc certains pays le pratiquent plus que d'autres, et puis sur certaines espèces. Par exemple, sur le lavaret, qui est une espèce très convoitée ici, le no-kill, ça se fait pas. C'est-à-dire on prend le lavaret et puis on le garde, on le mange. Sur le brochet, en fait, c'est par rapport à des espèces qui ont ce qu'on appelle un petit peu le caractère sportif. Donc ils vont donner du combat aux pêcheurs. Donc les pêcheurs vont aller chercher le brochet par rapport à ça, parce qu'ils aiment ressentir ce combat. Derrière, ils vont remettre leur trophée, entre guillemets, à l'eau. Alors, bon, il y a les pour, il y a les contre. Nous, on essaye juste de voir que ça... Voilà, je sais que les pêcheurs qui pratiquent ça, ils regardent à ne pas faire de mal, finalement, aux poissons. Donc, ils sont très précautionneux avec ces poissons. En termes de gestion, bon, derrière, nous on fait avec, quoi. Et ce qui nous importe, c'est de conserver une ressource diversifiée et importante, qu'elle soit consommée ou pas, quoi. Je vais vous poser la question seulement à vous, puisque vous y avez déjà répondu. En une phrase, pour vous, l'avenir de ce beau lac qui se trouve à côté de nous, vers quoi il doit tendre ? J'espère qu'on va la garder, parce que c'est vraiment un beau lac, hein. On a le lac, la montagne, on a tout ici. On a un bon climat. Et puis c'est surtout pour la génération future. Parce que manger du poisson pané, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc c'est bien pour les jeunes. Au moins ils voient du poisson, ils voient... voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Demain, dans le 3e épisode de Panorama, on s'intéresse à la préservation du lac, de ses alentours, de son environnement, avec le Conservatoire d'espaces naturels et le Conservatoire du littoral. À demain. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de Panorama, le lac du Bourget à la loupe. C'est notre programme de la semaine. Nous sommes installés au Cap des Cézelets, au Vivier du Lac toute la semaine. Le plus grand lac naturel de France d'origine glaciaire est surveillé de près par de nombreux acteurs et notamment par les invités qui nous ont rejoints. André Miquet, vous êtes le responsable biodiversité et territoire du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Bonjour, merci d'être là. Et Franck Auron, vous êtes chargé de mission lac au Conservatoire du littoral. Bonjour. Bonjour également. Alors, pour que l'on comprenne bien le rôle de chacun, même si vous travaillez très en lien, alors sur le lac du Bourget, puisque voilà, chaque territoire a ses spécificités, le Conservatoire du littoral acquiert les terres pour les préserver, on en reparlera, et vous, le Conservatoire d'espaces naturels, vous les gérez. Ça vous va comme répartition ? C'est tout à fait ça. On essaie de gérer les milieux remarquables du département de la Savoie, notamment ceux du tour du lac du Bourget, qui bénéficient de la haute protection du Conservatoire du littoral. Voilà, et haute protection, alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu les zones ? Il y a le nord, le sud et là au-dessus de Brison. Voilà, donc effectivement, sur le lac du Bourget, le Conservatoire du littoral est propriétaire de 480 hectares qui sont répartis en 3 grands ensembles. Le sud du lac qui est derrière vous, la grande plaine de Chautagne, qui est l'ancien marais du nord du lac, et toute une mosaïque de petites roselières qui se situe sur cette rive est, qu'on appelle entre nous la rive du Poète. C'est un joli nom. Le Conservatoire du littoral, on pense plutôt évidemment au littoral des mers et océans, mais depuis 2008, vous gérez aussi les grands lacs, donc notamment le lac du Bourget, voilà, les autres lacs alpins aussi. C'était une délégation qui manquait. Ils ont été un petit peu oubliés, ces lacs, quand on parle de préservation des littorales en France.
Voilà, en fait, quand l'établissement a été créé en 1975, la priorité, elle était absolue sur le rivage méditerranéen et Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine, en fait. Et on a beaucoup concentré notre activité sur ces littoraux marins, puis vers la Bretagne, évidemment, et jusqu'en Manche-Mer du Nord. On avait déjà commencé à travailler sur les lacs de plus de 1000 hectares. Il y en a une quinzaine en France. Mais on a renforcé effectivement les moyens en 2008 et aujourd'hui nous sommes 6 à travailler pour ces 15 lacs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Le Conservatoire d'espaces naturels, vous gérez les zones les plus sensibles du lac. Elles sont nombreuses ? Voilà, il y a 6 roselières, puisque c'est essentiellement les roselières, ces formations de roseaux qui occupent les baies restées un peu naturelles autour du lac. C'est celles-ci qui ont été confiées au Conservatoire du littoral, donc à nous, pour ce qui est gestion. Et cette gestion, elle va consister non seulement à améliorer les habitats et à compenser la perte des variations de niveau du lac, qui lui permettaient de bien s'auto-entretenir. On lui a supprimé ça, donc il faut qu'on prenne nous la main à débroussailler ce qui s'embroussaillerait ou à piqueter également les zones au large pour compenser la perte de ces roselières qui est due en partie à cette régulation des niveaux d'eau. Piquetés, donc c'est les fameux piquets qui sont très esthétiques mais qui ont une vraie utilité. Oui, et qui sont plutôt raccords avec le paysage. Oui, mais c'était pas ironique quand je disais très esthétique. Il n'y a pas que les mouettes et les cormorans qui aiment s'y percher, il y a aussi le regard. Donc on est sur cette double problématique, optimiser la capacité du milieu avec des prairies les plus riches possibles, des rosiolières également, des boisements humides lorsqu'il y en a. Donc toute cette mosaïque d'habitat et donc toute la flore et la faune qui va avec, on pourra citer quelques espèces stars, et puis la dimension dérangement qui est aussi importante parce qu'un milieu, un petit paradis qui serait trop dérangé, vous n'avez plus de faune dedans. Vous avez encore un peu de flore, vous avez le paysage, mais vous n'avez plus de faune. On l'a vu dans le premier épisode, là, le lac du Bourget se porte plutôt bien, il y a eu énormément de choses de faites depuis 40 ans. Pour autant, pour faire simple, vous servez encore à quelque chose. Il y a encore des choses à préserver, des chantiers, des projets à mener pour que cet environnement-là, il soit toujours plus préservé, protégé. Oui, alors déjà au niveau du foncier, on a toujours, malgré le fait qu'on ait déjà acquis des très beaux sites, il reste encore des espaces sur lesquels il y a un besoin de protection. La protection du Conservatoire du littoral, c'est la protection foncière. Et une fois que les terrains ont été acquis au Conservatoire du littoral, ils sont inaliénables. C'est-à-dire qu'ils sont protégés pour tous et pour toujours. Et il reste encore des espaces sur le terrain, sur le Bourget à protéger de cette manière. Et en matière d'entretien, donc tant que le lac n'a pas retrouvé toute sa liberté, il faudra toujours organiser une agro-agriculture pour entretenir les milieux. Il faudra toujours à la fois organiser et cloisonner un petit peu la fréquentation humaine, mais aussi la valoriser par de la pédagogie, de la sensibilisation. Il faudra toujours de la sensibilisation des usagers du lac. Il faudra toujours représenter la biodiversité dans les instances comme le comité technique animé par le CISALB. Enfin voilà, on est un peu les garants sur tous les fronts de la préservation de ces espèces. Les 40 dernières années, elles ont servi à purifier le lac, à rendre un peu la nature, revaloriser le lac. Maintenant, il a été presque victime de son succès, c'est-à-dire que votre rôle aujourd'hui, c'est de préserver et l'environnement et la faune et la flore de ce succès-là. Disons qu'avec les canicules, le volet social, l'utilité sociale du lac monte en flèche et on a peur, nous, de ne pas être dans la course et il faut qu'on pose les garde-fous physiques, réglementaires et pédagogiques pour que cette masse de touristes, qu'on accueille bien volontiers, mais joue le jeu et puisse être intégrée au mieux dans ce lac. Voilà, on n'est pas schizophrène, mais effectivement, le Conservatoire du littoral et ses gestionnaires, on a deux objectifs principaux. Si on acquiert ces terrains, c'est pour les soustraire à la spéculation immobilière et qu'ils restent ouverts à tous. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'accueil du public sur ces terrains de littoral qui ont été protégés.
Mais il y a aussi un énorme enjeu de biodiversité. Et donc on travaille vraiment de façon très très fine entre les différents conservatoires selon nos différentes compétences pour aller cacher là où les gens ne doivent pas aller, sans forcément l'interdire de façon explicite d'ailleurs, même si parfois on est obligé, et en même temps ouvrir ces espaces à des pratiques plutôt douces, hein, tout ce qui est promenade, contemplation, etc. Après, on va effectivement limiter tout ce qui est moteur, grosses manifestations sportives, etc. Voilà. Donc on est toujours à régler ça. C'est un travail de fond et quotidien avec tous les acteurs du lac. C'est une équipe qui est fragile. Oui, et c'est pour ça qu'on a une autre activité qui est celle des suivis scientifiques, hein. Donc on a des espèces indicatrices qu'on appelle, qu'on va suivre d'année en année. Lesquelles par exemple? Par exemple sur la flore, on a plusieurs orchidées ou la violette des marais, hein, qui sont des espèces qui vont réagir très vite en cas d'appauvrissement, d'assèchement, de piétinement, etc. Ou d'eutrophisation dans les zones un peu impactées par l'agriculture. Alors ça, ce joli mot, C'est-à-dire l'enrichissement par le fumier ou par les engrais chimiques, hein, ou par les eaux un peu enrichies qui vont venir baigner nos zones humides. Donc on a ce rôle aussi de suivi scientifique, à la fois sous l'angle patrimonial, quelles sont les espèces qu'on risque de perdre, et aussi sous l'angle de la bio-indication. d'un point de vue biodiversité justement, est-ce qu'il y a des richesses, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des espèces qu'on va trouver qu'ici, votre travail à vous dans cette mission-là? Alors le lac, il a deux stars au niveau biologique. Dans les espèces vraiment endémiques, on a deux poissons qui sont l'omble chevalier et le lavaret. Donc ceux-là, c'est plus le cisalbe et le monde de la pêche qui s'en occupent. Nous, on est plus sur la faune soit terrestre, soit vraiment attachée aux roselières et aux zones peu profondes. Et là, notre espèce fétiche à nous, c'est la cistude, hein, une petite tortue aquatique que l'on a réintroduite. Il y a des lâchers régulièrement. Voilà, on a déjà une population bien établie au sud. On espère qu'elle va coloniser petit à petit les autres roselières. Il y a déjà eu des observations à Aix-les-Bains, donc elle est motivée. Et le milieu est de bonne qualité, donc bon vent à elle. Il y a tous les oiseaux qui, eux, sont venus tout seuls parce qu'on est sur un couloir de migration. Donc quand le milieu a été optimisé, ils s'en sont tout de suite aperçus. Et on a plusieurs espèces de canards, de hérons qui sont venus nicher dès qu'on a fait les premières améliorations. Et puis pour tout ce qui est insectes, plancton, etc., les inventaires ne sont même pas finis. On continue tout simplement d'inventorier les richesses de vos terrains. Une précision, donc la cistude d'Europe, c'est notre tortue européenne, la tortue de nos lacs, qui était là. Et si André et son équipe ont dû la réintroduire, c'est parce qu'elle avait disparu. Et à ne pas surtout pas confondre avec la tortue de Floride, qui elle a été introduite par des aquariophiles et par inadvertance, et elle qui par contre est une espèce invasive dans nos espaces. Donc cette petite tortue, on la bichonne parce qu'elle était bien de chez nous et elle a toute sa place dans notre écosystème. Et je crois que le souci, c'est justement la petite tortue qu'on va acheter, donc la tortue de Floride, si j'ai bien compris, qui ensuite, quand on s'en lasse, on pense bien faire en la relâchant, et c'est à ne pas faire. Alors oui, le mal est fait puisque maintenant cette tortue de Floride, elle se reproduit, il y a une population, on s'en débarrassera jamais. Juridiquement, elle est interdite à l'importation, puis les gens maintenant sont à peu près prévenus des risques, donc je pense que cette menace est en train de s'estomper, mais il y a toujours un enjeu de communication avec les autres tortues aquatiques qui, elles, restent en vente libre et qui sont bien pires en termes de carnivorie, d'agressivité, et même contre des baigneurs. La tortue alligator, la tortue serpentine, qui sont plus rares, plus chères, plus grosses, donc moins achetées en masse, achetées plus par des gens qui savent à quoi s'en tenir, mais il y a quand même des relâchés dans la nature. Donc pas encore en Savoie, mais ailleurs en France, elles commencent même à se reproduire. Votre chantier prioritaire, l'un et l'autre, pour aller à court terme, à moyen terme et à plus long terme. On va commencer par le propriétaire. On a commencé à travailler avec les élus du territoire pour protéger toute la côte sauvage, donc la côte qui est ici en face de nous et qui n'est absolument pas construite pour des aspects physiques, hein, c'est très raide, c'est très sec, mais certains élus sont venus chercher le Conservatoire du littoral en tant qu'outil pour renforcer cette protection par ces protections foncières que l'on peut apporter. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque d'urbanisation ? Alors aujourd'hui non, mais comme le disait André tout à l'heure, il faut travailler tant qu'il n'y a pas d'enjeu. On travaille du coup de façon détendue.
on se projette à 30, 40, 50 ans. Et le conservatoire, du fait de l'inaliénabilité des terrains qu'il acquiert, on protégera indéfiniment, finalement, à échelle humaine, ces terrains. Voilà. Donc ça, c'est notre gros projet. Le second projet, il va permettre de faire la transition avec André, c'est la protection, le renforcement de la protection de toutes nos roselières aquatiques qui restent, à la fois par leur acquisition ou leur attribution par l'État, puisque le plan d'eau appartient à l'État. Et qui va attribuer au Conservatoire du littoral cette part de le trésor du rivage qui est entre la zone sèche et la zone vraiment lacustre. Voilà. Et la transition. Alors nous, à moyen terme, nos deux chantiers, ça va être premièrement de bien tenir notre rang dans le débat et l'organisation des acteurs pour qu'on aille vers un lac, plus vers un lac d'écotourisme et de romantisme plutôt que du tout nautisme et ludique. Ça, c'est vraiment un problème de fond sur lequel il faut sans arrêt ne rien lâcher. Ça ne sera jamais gagné parce que la pression et la demande, elle est quand même vers du tourisme plus, disons, de masse, un peu moins sensible au départ. Et puis sur le plan technique, ça va être de renégocier la régulation et le calendrier des niveaux d'eau du lac du Bourget. On a déjà pu réinstaurer des niveaux très bas dont les sédiments... Donc ça, c'est le marnage de 2017. Voilà, tous les 4 ans, baisser le lac pour que, en gros, les sédiments puissent se dépolluer par l'oxygénation. Mais également, maintenant, essayer d'obtenir également des niveaux plus hauts pour que dans l'année, on ait des marais réhydratés et on ait cette respiration des niveaux d'eau qui lui est indispensable. Et cette baisse exceptionnelle de 2017, vous militiez depuis plus de 20 ans, je crois, sur le sujet. Voilà, on avait alerté sur les effets négatifs de la régulation en 1994, par là, et ça a pu finalement être entendu, notamment par les pêcheurs, par les élus, puisque les roselières avaient un peu une connotation négative. On associait ça aux vipères côté terre, aux escargots à la puce du canard côté lac, alors que c'est un des poumons du lac. C'est l'Amazonie du lac. Même dernière question à tous les deux. En une phrase, éventuellement deux, mais pas plus, selon vous, l'avenir du lac du Bourget, il doit se situer où? À qui l'honneur? Question piège. Je pense que ça doit rester un des fleurons du territoire. Il sera gagné quand tous les acteurs travailleront de concert dans ce sens-là, dans le sens de sa conservation. Et c'est pas forcément encore gagné. Ça a très bien avancé depuis ces 20 dernières années. Et je pense que si on arrivait à tout mettre dans un mot, peut-être ça c'est celui de écotourisme, avec un E majuscule. À éco. Et pas à tourisme. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence sur le plateau. Pour le 4e et dernier épisode demain de Panorama, j'accueille 2 chercheurs du Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Ils connaissent parfaitement le lac du Bourget et son environnement. À demain. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e et dernier épisode de Panorama. Cette semaine, nous avons installé, vous le voyez, le plateau sur les bords du lac du Bourget. Il est le plus grand lac naturel de France avec 3,6 milliards de mètres cubes d'eau douce, soit l'équivalent de l'ensemble de la consommation annuelle domestique de France. On en apprend tous les jours. Et on s'intéresse à ce lac toute la semaine. Et eux aussi s'y intéressent de près. Florent Artaud et Stéphane Jacquet, vous êtes tous les deux chercheurs au CARTEL, le Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques. Vous travaillez donc sur l'eau douce, son écosystème et donc les lacs alpins. Bonjour et merci à tous les deux d'être sur le plateau de Panorama. Alors ce laboratoire, il est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs de l'INRA et, donc ça c'est vous Stéphane, et l'université Savoie-Mont-Blanc, ça c'est vous Florent Artaud. Ça fait 20 ans, il y avait besoin de mettre les forces en présence d'un côté comme de l'autre en commun. Florent Artaud. Donc en effet, il y a eu cette opportunité il y a 20 ans d'associer à la fois des enseignants-chercheurs de l'université de Savoie-Mont-Blanc qui travaillaient sur les lacs et puis des chercheurs INRA qui travaillaient à Thonon aussi sur les lacs. Et du coup, là, il y a eu cette opportunité de travailler ensemble et de mutualiser à la fois la connaissance et les équipements pour pouvoir étudier ces lacs. Et du coup, vous êtes en partie à Thonon et en partie au Bourget. Donc vous êtes au plus près de 2 des grands lacs alpins.
Oui, c'est un peu notre spécificité. Effectivement, on est bilocalisé, on est un peu séparé géographiquement, mais avec une thématique commune autour de ces lacs. Effectivement, donc historiquement, INRAE maintenant, mais qui était INRA avant, est basé à Thonon-les-Bains autour du Léman. On est vraiment posé sur le Léman. Et puis, Florent, avec ses collègues à l'université au Bourget, sur le lac du Bourget. Donc, deux grands et magnifiques écosystèmes sur lesquels on peut travailler. Alors on va essayer de vulgariser votre travail, mais on va commencer avec un mot compte triple, réoligotrophisation. Vous allez nous en parler. Les indicateurs montrent que cette réoligotrophisation du lac du Bourget est en bonne voie. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, voilà, tous les écosystèmes au XXe siècle, que ce soit en Europe et de par le monde, ont subi cette phase d'eutrophisation d'abord, c'est-à-dire qu'il y a eu une pollution un petit peu générale de ces écosystèmes qui consistait majoritairement en des apports de nutriments et qui enrichissent le milieu et qui vont créer des développements qui sont quelquefois néfastes au bon fonctionnement de l'écosystème. Et donc il a fallu trouver des solutions pour les restaurer au sens large. Et dès lors qu'on y arrive, par différents moyens, on y reviendra peut-être après, eh bien on rentre dans ce qu'on appelle la phase de réoligotrophisation, c'est-à-dire qu'on on tente à revenir vers un état qui était celui d'avant la pollution. Et c'est typiquement ce qu'ont vécu nos écosystèmes. C'est vrai pour le Léman, c'est vrai pour le Bourget. Ils ont vraiment des cinétiques extrêmement communes quand on les regarde. Et donc on regarde effectivement plein d'indicateurs pour justement avoir une idée de leur état de santé à un instant T, mais comment ça a évolué dans le temps. Et donc on regarde des aspects physiques, des aspects chimiques et des aspects biologiques, aussi bien au niveau de la colonne d'eau, donc vraiment vers, j'ai envie de dire, le centre du lac, vers sa zone pélagique, donc vraiment loin, et puis aussi des indicateurs qui sont plus sur le bord. Et effectivement, c'est là où on a une complémentarité, exactement, c'est-à-dire que certains d'entre nous, on regarde plutôt donc l'aspect planctonique, plutôt vers vraiment voilà, la zone profonde, et puis d'autres collègues regardent plutôt la zone littorale. Alors on va commencer par la zone littorale, puisque c'est là où on se trouve. Comment ça va, tout simplement? Est-ce que les suivis sont bons? Alors, c'est un compartiment qui a été peu étudié pendant cette phase justement de pollution, d'eutrophisation, et qui a subi également d'autres impacts, notamment voilà, l'urbanisation. On voit très bien ici qu'on est sur un paysage qui a été modifié par l'activité humaine. Et le lac du Bourget a quand même cette caractéristique d'avoir conservé, notamment au sud et au nord, deux grandes zones globalement assez sauvages avec des roselières où on garde ce fonctionnement classique de bordure de lac avec un rôle d'épuration également de l'eau qui est intéressant. Et puis on a des zones qui ont été un peu plus impactées et avec actuellement des projets aussi de restauration. Et donc on observe également tout ça, comment ce terme, donc réoligotrophisation, a eu un impact sur la zone centrale et sur les berges. Et puis comment la restauration peut également améliorer le bon fonctionnement des zones littorales. Et donc si on plonge dans les eaux profondes, là j'ai plus la profondeur maximale du lac du Bourget. Ah, c'est un grand débat. En fait, certains disent 144, d'autres 145, d'autres 147, ça dépend. Mais on va dire entre 144 et 147, donc c'est relativement profond. Donc c'est effectivement sur une station de référence qu'on appelle le point B, qui se situe en gros entre Mémar et l'abbaye de Hautecombe, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie locale. Et donc effectivement, c'est notre station de référence que l'on suit depuis, de manière récurrente, on va dire depuis les années 80, il y a eu aussi des études un petit peu auparavant, et puis avec un suivi qui est devenu vraiment très important et très étoffé à partir des années 2000. Et donc là, on regarde plein de choses, des paramètres physiques, chimiques et biologiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour rebondir sur ce que disait Florent, sur ces indicateurs, ces proxys qu'on peut regarder de manière assez simple, il y a des paramètres comme la transparence des eaux, ça va parler aux gens, hein. Les gens voient très bien si les eaux sont claires ou si elles ne le sont pas, et si c'est plutôt sympathique ou si ça ne l'est pas. Donc ça, c'est un très bon critère pour voir qu'effectivement, au fil des années, ce qu'on constate, c'est qu'on a gagné en transparence sur l'ensemble de l'écosystème, et notamment sur sa zone profonde, qui est supposée représenter l'ensemble de l'écosystème, parce que justement, il s'est réoligotrophisé, parce qu'il a été protégé et restauré grâce aux actions qu'on a pu mettre sur son bassin versant. Mais une eau transparente, c'est forcément une eau et un écosystème qui va bien?
Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on peut prendre un contre-exemple. C'est que sur des écosystèmes comme celui-là, et le Bourget en est un très bon exemple, Aiguebelette, qui est son voisin, est un très bon exemple aussi, on peut quelquefois, sur la période printanière estivale, voir des transparences qui vont être amoindries par une coloration des eaux que les locaux connaissent bien. C'est une eau qui devient un peu laiteuse, turquoise. C'est vraiment très caractéristique, c'est très impressionnant. On a l'impression d'être dans un lagon. Et en fait, la transparence, là, pour le coup, chute vraiment. Et en fait, ça pourrait être synonyme d'un écosystème qui va moins bien. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est juste des réactions biogéochimiques qui s'opèrent au sein du lac, qui font que voilà, ces eaux deviennent turquoise, moins transparente, liée à la température, la luminosité, et puis des choses qui se passent à l'intérieur du système. Mais globalement, quand on regarde ce critère de la transparence, effectivement, plus on va vers des eaux de transparence, plus c'est un gage de qualité et de bon état de santé de l'écosystème. De l'écosystème, du coup, au sens large. Au sens large, et après, chaque compartiment va répondre à cette transparence de manière aussi décalée, notamment sur la zone littorale. On a vu avec l'augmentation de la transparence, en fait, une progression de la végétation aquatique qui, dans les années 2000, se situait jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et là, dans les suivis qu'on a fait, on voit qu'à partir des années 2010, on a la végétation qui gagne en profondeur et qui maintenant se développe jusqu'à 15 mètres, 20 mètres de profondeur, des choses qu'on n'observait pas jusqu'avant. Parce qu'un lac en bonne santé, c'est un lac qui a notamment des végétaux, les roselières, là on est juste à côté. Alors, soit des roselières, soit de la végétation qui va aussi se développer directement dans l'eau. Après, voilà, pour le fonctionnement de l'écosystème, c'est plutôt bénéfique pour la biodiversité, parce que c'est comme un système terrestre avec de la végétation, avec des arbres. On imagine très bien qu'il va y avoir plus de faune dans une forêt que sur un éboulis. Et ben, c'est pareil pour un lac. Si vous avez un lac avec de la végétation, il y aura plus de faune, plus d'insectes, plus de poissons que si vous n'avez pas de végétation. Après, si on est baigneur ou si on veut observer le lac, la végétation peut être plutôt un problème parce que voilà, on n'aime pas forcément aller nager au milieu des herbes. Mais pour le lac, c'est plutôt un gage de bonne qualité d'avoir de la végétation et des roselières, oui. Et d'ailleurs, votre travail, il sert de très près, vous êtes en lien très direct avec les gestionnaires, avec Sébastien Cachera qu'on a reçu dans le premier épisode, le Conservatoire d'espaces naturels. C'est-à-dire que tout le travail de recherche que vous faites, il a vocation à être très concret, à être utile dans la gestion de ces lacs. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, si on revient historiquement à ce qui s'est passé sur un écosystème comme le lac du Bourget, c'est grâce aux scientifiques que certains politiques ont pu prendre des décisions très fortes pour justement le restaurer, le protéger et faire qu'on a un écosystème maintenant qui est multi-usage et qu'on peut utiliser pour des aspects aussi bien professionnels que récréatifs, que touristiques et j'en passe. Et donc effectivement, nous on amène un peu cette garantie scientifique de dire voilà comment va l'écosystème, comment il est à un instant T, comment il a évolué dans le temps, comment on peut imaginer qu'il va évoluer et comment évidemment tout ça peut entrer dans un arbre décisionnel par des gens qui effectivement après ont le pouvoir de le faire. Et là en l'occurrence il y a beaucoup de communes autour du lac du Bourget avec beaucoup de mairies, beaucoup de gens donc qui vont effectivement pouvoir prendre des décisions pour tenter de faire que cet écosystème puisse plaire et être utilisé par tout le monde, mais aussi qu'il fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il ait encore une fois un état de santé qui soit le plus optimal possible. Puis après, c'est vraiment une interaction qui est gagnante-gagnante à la fois pour les gestionnaires et pour nous en termes de connaissances, où chacun va avoir des connaissances différentes, mais voilà, eux, ils connaissent aussi très bien leur milieu, ils vont pouvoir nous apporter des connaissances. Et puis on va aussi pouvoir monter des projets à la fois de gestion et de recherche. Actuellement, typiquement, on a un projet sur le rôle d'épuration des roselières, et ça permet à la fois à nous d'acquérir de la connaissance, et puis eux, ça permet également de mieux cibler les actions de restauration. Donc c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. On parle beaucoup de dérèglement climatique, notamment quand on est en montagne, quand on voit les glaciers. Est-ce que les lacs alpins, comme celui du Bourget, sont aussi des témoins de ce dérèglement climatique-là ? Alors les lacs sont d'excellents témoins de tout ce qui se passe évidemment autour d'eux et même plus globalement. Et donc typiquement ce changement global qu'on peut résumer par le réchauffement climatique, mais aussi l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement global des écosystèmes. Alors les grands lacs comme ceux-là, ils ont quand même, ils sont très grands. Il y a ce qu'on appelle une hystérésis qui est importante et donc les conséquences
ne sont pas forcément visibles tout de suite par rapport à d'autres lacs, et Florent pourra en parler mieux que moi parce qu'il travaille beaucoup sur ces lacs-là, qui sont les lacs d'altitude, qui sont des lacs dits sentinelles justement, et sur lesquels on peut voir des choses de manière très concrète et très vite. Ici, on sait bien évidemment qu'à partir du moment où la température va augmenter, eh bien, la physique de l'écosystème va pouvoir être modifiée, que ça peut avoir des conséquences sur la biologie. Pour l'instant, on le voit. Ça veut dire par exemple le lac s'oxygène moins. Voilà, exactement, moins d'oxygénation des eaux profondes qui peuvent potentiellement impacter par exemple la faune fixée, les invertébrés qu'on va trouver sur les sédiments, les œufs de poissons bien évidemment qui ont besoin d'oxygène pour pouvoir se développer et puis donner les futurs petits poissons. Donc voilà, on peut imaginer et on commence à observer des choses et on l'expérimente au laboratoire pour effectivement tenter après de faire des liens avec ce qui peut se passer dans la nature. Mais encore une fois, sur des lacs comme ceux-là, il faut imaginer qu'on regarde un facteur, on a une entrée, mais en fait c'est multifactoriel et donc c'est souvent très compliqué et c'est ce qui évidemment justifie toutes les recherches qu'on peut faire là-dessus et aussi c'est suivi à long terme qui nous permet d'avoir du recul et de voir effectivement il y a 10 ans c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, dans 10 ans ça sera sûrement différemment et un peu de discriminer l'ensemble de tous les signaux qui peuvent être très locaux ou effectivement beaucoup plus globaux. Ces lacs sentinelles sur lesquels vous travaillez par exemple, ça peut être des témoins de ce qui peut se passer ici dans quelques années ? Alors, c'est pas forcément des systèmes qui vont être comparables, ou sur les lacs d'altitude, on est sur des petits systèmes qui sont très réactifs au moindre changement, alors que là on est sur des gros systèmes. Donc, pour moi, on s'opère vers des trajectoires qui sont différentes. Donc c'est pas forcément, c'est un sentinelle de comment le changement climatique impacte nos écosystèmes, mais on ne peut pas forcément en déduire des choses pour le lac du Bourget. Derrière le changement climatique, il y a aussi toute la problématique en fait de pluviométrie, de niveau des eaux, d'assèchement qu'on va avoir sur des petits systèmes qu'on aura moins sur le lac du Bourget parce qu'il est géré notamment avec sa connexion par rapport au Rhône au moment des crues, au moment des assèchements, ce qui fait qu'il sera moins impacté ou en tout cas moins rapidement par le changement climatique que des lacs qui seraient complètement déconnectés où on pourrait avoir ces grandes variations du niveau d'eau qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du lac, mais jusqu'à un degré qui reste dans la normale. Dernière question, la même à tous les deux, je l'ai posée à tous les invités. Selon vous, quel doit être ou quel va être, je ne sais pas, l'avenir du lac du Bourget en une phrase, s'il fallait résumer les prochaines années ? C'est compliqué, c'est une question piège. En tout cas, ce qui est remarquable, on le décrit souvent comme ça, c'est que c'est un écosystème modèle de restauration réussie. Et ça, on peut quelque part s'enorgueillir de ce genre de succès en France et localement, régionalement, parce que le schéma global, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, c'est plutôt des lacs qui s'eutrophisent, qui deviennent malades, qui ont des problèmes. Et nous, on a un peu des contre-exemples qui montrent qu'on peut réussir, dès lors qu'il y a des volontés très fortes, de sauver ces écosystèmes. Donc l'avenir, je ne le connais pas et voilà, je ne suis pas devin, je suis incapable de le dire. Par contre, il y a beaucoup de choses qui laissent à penser quand même qu'on a tout fait pour les sauvegarder, on a tout fait pour les préserver et que ceci va perdurer dans le temps, et heureusement. L'enjeu, c'est vraiment de concilier les activités humaines avec le bon état écologique du lac qui nous rend des services. Et après, c'est vraiment une question sociétale. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce lac ? Qu'est-ce qu'on veut que ce lac devienne ? Et nous, on est là pour apporter quelques billes pour comprendre. Mais après, c'est vraiment une question de société sur comment on imagine le lac dans 20, 30 ou 40 ans. Et donc, on invite chacun de nos téléspectateurs, puisque beaucoup vivent à proximité des lacs, à se poser la question. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.